En 48 heures, un ultimatum a fait basculer l'équilibre sahélien. Exiger 70% des réserves d'or ou le remboursement immédiat de 5,6 milliards de dollars a transformé des chiffres abstraits en menaces concrètes, révélant un rapport de force brutal entre une petite nation et les puissances du G7. Que signifie, pour les citoyens comme pour la région, le moment où Ibrahim Traoré refuse cette pression et place la souveraineté au centre du jeu? Un tournant historique s'esquisse. Cette séquence promet d'éclairer ce qui se joue réellement lorsqu'un État refuse une pression économique conçue pour le contraindre. Elle montre comment un ultimatum financier peut devenir un test de souveraineté, où chaque décision engage bien plus que des équilibres comptables. Pour le Burkina Faso, l'enjeu dépasse la gestion d'une dette ou d'un stock d'or. Il concerne la capacité à préserver des ressources vitales sans perdre la maîtrise politique du territoire. Le récit suivra donc une ligne claire, centrée sur les mécanismes du rapport de force, plutôt que sur les déclarations publiques. L'intérêt pour le lecteur est direct. Comprendre, en quelques étapes vérifiables, comment des chiffres apparemment techniques se transforment en leviers géopolitiques concrets. À travers le rôle d'Ibrahim Traoré, il s'agit aussi d'observer comment un leadership se construit sous contraintes extrêmes entre urgence sécuritaire et calcul stratégique. Ce cadre permettra d'identifier ce qui relève de la manœuvre planifiée et ce qui tient à l'improvisation, afin de mesurer les conséquences possibles pour le Sahel et, au-delà, pour l'équilibre africain. Le point de rupture tient en deux chiffres vérifiés, 70% et 5,6 milliards. À 6h30, le 12 août 2025, l'ultimatum authentifié ne réclamait pas seulement le remboursement immédiat d'une dette de 5,6 milliards de dollars, mais l'accès direct à 70% de l'or nouvellement identifié dans le sous-sol burkinabé, révélant une opération bien plus vaste qu'une simple pression financière. Cette précision change la lecture de la crise. Elle indique que la contrainte monétaire n'était que l'enveloppe visible d'un dispositif destiné à réorienter durablement les flux miniers sahéliens vers des intérêts extérieurs. La circulation rapide du télégramme dans plusieurs capitales africaines a amplifié la tension, transformant une affaire bilatérale en signal régional. Presque simultanément, des images satellites ont détecté des mouvements inhabituels autour des zones aurifères, suggérant une phase préparatoire déjà engagée. Prévenu au petit matin, Ibrahim Traoré a compris que l'épisode ne relevait pas d'un incident isolé. Il s'inscrivait dans une accumulation de déséquilibres où dettes, concessions et sécurité servaient de levier politique. D'où la convocation immédiate d'un cercle restreint réunissant civils, officiers supérieurs et responsables miniers, avec une priorité: éviter toute réponse fragmentée qui ouvrirait un vide décisionnel. Dans ce cadre, les informations issues d'un groupe géologique confidentiel ont pris un poids déterminant, car elles confirmaient l'existence d'un gisement d'ampleur exceptionnelle, capable de modifier l'équation financière nationale. Le contexte régional accentuait encore la portée du moment. Des médias africains évoquaient déjà une confrontation autour des ressources stratégiques du Sahel, tandis que certains pays du G7 s'interrogeaient sur la brutalité de la méthode employée. La séquence révélait ainsi une mécanique précise: un ultimatum à délai court, une menace de sanctions systémiques et, en arrière-plan, des signaux opérationnels sur le terrain. Ce faisceau d'indices explique pourquoi la crise a cessé d'être perçue comme négociable pour devenir, aux yeux du pouvoir burkinabé, une épreuve de souveraineté. Dans cette phase initiale, le rôle des acteurs intermédiaires devient central, car ce sont eux qui traduisent une décision politique en effet concret sur le terrain. Les premiers retours viennent des responsables de la sécurité minière, chargés de surveiller des sites déjà sous tension. L'un d'eux décrit une atmosphère brusquement transformée. Des protocoles habituellement routiniers sont passés en mode d'alerte maximale, avec des consignes modifiées heure par heure. Ce changement rapide a montré que la crise n'était plus abstraite, mais déjà opérationnelle. Du côté des ingénieurs civils présents sur les chantiers aurifères,
l'impact s'est fait sentir différemment. Certains ont rapporté des tentatives insistantes de sociétés étrangères pour maintenir leur chaîne logistique malgré des instructions de retrait. Ce comportement a été interprété comme un signe clair. L'ultimatum n'était pas pensé comme une simple menace, mais comme un compte à rebours destiné à forcer des faits accomplis. Ces situations concrètes ont servi de révélateur, confirmant que chaque heure gagnée ou perdue modifiait l'équilibre réel. Pour les décideurs réunis à Ouagadougou, ces informations fragmentées ont joué le rôle de boussole. Elles ont permis de relier les données géologiques, les signaux sécuritaires et les pressions diplomatiques dans une même lecture cohérente. Les premiers impacts n'étaient pas encore visibles à l'échelle nationale, mais ils montraient déjà une chose. La crise se diffusait par capillarité, touchant simultanément les forces armées, les administrations techniques et les acteurs économiques. Le sens de ces premiers effets est clair. Lorsque les signaux du terrain confirment les soupçons stratégiques, l'option de l'attentisme disparaît. L'enjeu n'est plus d'analyser indéfiniment, mais de décider avant que la dynamique ne s'impose d'elle-même. Avant l'ultimatum, la gestion des ressources aurifères suivait une logique de continuité prudente, marquée par des équilibres fragiles mais prévisibles. Les concessions existantes structuraient les flux, les partenaires étrangers assuraient l'extraction, et l'État conservait une marge de manœuvre limitée mais stable. Puis, en quelques heures, ce cadre s'est inversé. L'authentification du télégramme a déclenché une cascade d'actions qui a transformé une pression diplomatique en crise opérationnelle. Dès la première alerte, les ministères concernés ont activé leurs cellules de crise. Les équipes économiques ont évalué l'impact immédiat d'un transfert d'or ou d'un remboursement forcé, tandis que les services de sécurité ont commencé à cartographier les sites à risque. La chronologie est nette. Information confirmée, scénario d'urgence, puis décision exécutoire. Cette progression rapide visait à empêcher toute prise d'initiative extérieure pendant la fenêtre de 48 heures imposée par l'ultimatum. La phase de montée en tension s'est accélérée lorsque des signaux concordants ont émergé sur le terrain. Des mouvements aériens inhabituels ont été signalés à proximité des zones aurifères et certaines entreprises ont tenté d'augmenter discrètement leur cadence d'extraction. Ces gestes, interprétés comme des anticipations opportunistes, ont renforcé la conviction que le temps jouait contre le pays. Dans les réunions nocturnes, les comptes rendus se succédaient, souvent contradictoires, mais tous convergeaient vers un même diagnostic. L'ultimatum cherchait à créer un fait accompli. C'est dans ce contexte que la décision charnière a été prise. Ibrahim Traoré a ordonné la reprise immédiate du contrôle des mines, sans attendre l'échéance officielle. L'exécution a été volontairement rapide. Les sociétés concernées ont reçu l'ordre de cesser leurs activités, les personnels ont été évacués et les dépôts logistiques placés sous surveillance renforcée. Les convois d'or ont été redirigés vers des installations sous contrôle national, coupant court aux ambiguïtés restantes. La phase de choc a laissé place à des répliques tout aussi déterminantes. Sur le plan diplomatique, des réactions immédiates ont suivi, allant de communiqués fermes à des rappels d'ambassadeurs. Sur le plan interne, l'appareil d'État a dû absorber la transition, réorganiser les chaînes de décision et sécuriser les sites désormais sensibles. Chaque mesure prise produisait un effet d'entraînement, obligeant les administrations à ajuster leurs protocoles presque en temps réel. Après cette bascule, la dynamique s'est stabilisée autour d'un nouveau point d'équilibre. Les acteurs économiques ont compris que le cadre avait changé et les forces de sécurité ont consolidé leur présence autour des infrastructures stratégiques. La séquence complète, activation, point culminant, retombée, montre comment une contrainte initiale a paradoxalement accéléré la reconfiguration du pouvoir. Le passage d'un avant relativement prévisible à un après radicalement différent illustre une logique simple. Lorsqu'un ultimatum vise à réduire les options,
Il peut aussi forcer une décision qui redéfinit durablement la trajectoire d'un État. Avant l'ultimatum, la situation financière et minière du Burkina Faso se caractérisait par une dépendance structurelle. La quasi-totalité des flux aurifères formels était contrôlée par des opérateurs étrangers, laissant à l'État une part réduite des revenus et une capacité d'ajustement limitée. Après l'ultimatum, cette base a commencé à se modifier. Le changement ne s'est pas fait par discours, mais par indicateurs concrets, utilisés comme repères pour décider sous contrainte. Le premier chiffre clé concerne la dette exigée, 5,6 milliards de dollars, réclamés sans délai. Pour les ministères économiques, ce montant représentait un seuil critique. Son remboursement immédiat aurait absorbé l'essentiel des réserves financières disponibles, compromettant la capacité à maintenir les importations stratégiques et à soutenir les infrastructures vitales. En termes simples, cette somme excédait la marge de sécurité budgétaire du pays. Elle transformait la dette en instrument de paralysie plutôt qu'en mécanisme de négociation. Le deuxième chiffre porte sur la ressource convoitée. 70% des réserves d'or nouvellement identifiées. Les données issues du groupe géologique confidentiel évoquaient un potentiel équivalent à plusieurs décennies d'exploitation. Cet ordre de grandeur a changé l'équation interne. Il ne s'agissait plus seulement de préserver un stock existant, mais de protéger un levier stratégique capable de redéfinir durablement les finances nationales. En termes comparatifs, ce volume repositionnait le pays dans l'échelle régionale des producteurs, renforçant son poids dans toute discussion future. Le troisième repère chiffré concernait le temps, 48 heures. Ce délai extrêmement court a imposé une compression maximale de la chaîne décisionnelle. Les responsables de la sécurité ont évalué qu'en moins de 2 jours, il fallait sécuriser les mines, contrôler les convois et neutraliser les réseaux logistiques encore dépendants de partenaires extérieurs. Cette contrainte temporelle signifiait qu'aucune réponse graduelle n'était possible. Chaque heure comptait comme une variable stratégique. À partir de ces 3 mesures, les simulations internes ont tracé 2 trajectoires opposées. Dans la première, l'acceptation de l'ultimatum entraînait une perte immédiate de liquidités et de contrôle minier, avec un risque élevé d'instabilité institutionnelle. Dans la seconde, la reprise intégrale de la filière aurifère permettait de rediriger progressivement les flux vers des circuits nationaux, au prix d'une tension diplomatique accrue mais maîtrisable. Les modèles montraient que même fragilisée à court terme, cette option offrait une marge de stabilisation plus large. Ces chiffres n'étaient pas utilisés comme argument public, mais comme outil de décision. Ibrahim Traoré les a intégrés dans un raisonnement pragmatique. Protéger la ressource aujourd'hui pour éviter un effondrement demain. Les conseillers militaires confirmaient que la sécurisation rapide réduisait la probabilité d'ingérence extérieure, tandis que les experts économiques soulignaient la possibilité de reconstituer des réserves souveraines à moyen terme. Ainsi, la bascule ne repose pas sur une posture idéologique, mais sur une lecture chiffrée de l'alternative. Lorsque les données indiquent qu'une option mène presque mécaniquement à la perte de souveraineté, elles cessent d'être abstraites. Elles deviennent le socle d'une décision qui engage l'avenir de l'État. 2 arguments opposés se sont rapidement imposés dans l'analyse extérieure de la crise. Le premier soutenait que l'ultimatum relevait d'une pression financière classique, certes brutale, mais inscrite dans des pratiques déjà observées. Selon cette lecture, l'exigence portant sur l'or et la dette visait surtout à accélérer des ajustements macroéconomiques jugés nécessaires. Une négociation, même minimale, aurait pu gagner du temps et éviter l'escalade. Dans cette perspective, la réaction burkinabé aurait transformé un conflit gérable en rupture durable, au risque d'isoler le pays. Le second argument insistait sur le coût potentiel d'une confrontation ouverte avec les puissances du G7. Refuser l'ultimatum exposerait le Burkina Faso à des sanctions indirectes, à des perturbations des importations essentielles et à une fragilisation des corridors logistiques régionaux.
Même avec un gisement prometteur, l'économie nationale ne disposerait pas, selon ces analystes, des amortisseurs suffisants pour absorber un choc prolongé. La prudence commandait donc d'éviter une décision irréversible et de préserver l'accès aux circuits financiers existants. Ces deux positions paraissent cohérentes si l'on considère l'ultimatum comme un levier isolé. Or, les éléments factuels de la séquence en modifient profondément la portée. D'abord, l'absence totale d'offres de négociation dans le télégramme, combinée à l'exigence simultanée de transférer l'or et de payer la dette, réduit l'hypothèse d'une simple pression réformiste. Ensuite, les signaux opérationnels détectés autour des zones aurifères, ainsi que les tentatives d'accélération des extractions par certaines sociétés, indiquent une préparation en amont, incompatible avec une démarche graduelle. De plus, les données géologiques internes confirment que l'enjeu ne portait pas sur un stock marginal, mais sur un potentiel de long terme, susceptible de transformer la structure financière du pays. Dans ce contexte, temporiser revenait à accepter un risque élevé de perte irréversible de contrôle. La décision d'Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme une rupture impulsive que comme une réponse proportionnée à une manœuvre structurée. Ainsi, la confrontation n'est pas le produit d'un excès de fermeté, mais le résultat d'une lecture réaliste des contraintes. Lorsque les options sont asymétriques et que le délai est compressé, la recherche d'un compromis peut elle-même devenir un facteur de vulnérabilité. Ce basculement intervient lorsque les services de renseignement confirment que les mouvements observés autour des zones aurifères ne relèvent plus de la simple surveillance. Les données croisées indiquent une tentative de verrouillage progressif des accès, cohérente avec une stratégie d'appropriation indirecte. À partir de cet instant, la lecture interne de la situation se transforme. L'ultimatum n'est plus perçu comme une pression isolée, mais comme la façade d'un dispositif déjà partiellement engagé. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation modifie la hiérarchie des risques. Tant que la menace restait financière, une marge d'interprétation subsistait. Dès lors qu'elle devient opérationnelle, chaque hésitation accroît la vulnérabilité du pays. Les échanges au sommet se recentrent alors sur un point précis: empêcher que des faits irréversibles ne s'installent avant toute réponse officielle. Cette logique explique l'accélération soudaine du tempo décisionnel. La révélation agit aussi comme un révélateur politique. Elle clarifie les intentions des acteurs extérieurs et réduit l'espace des compromis ambigus. Dans ce contexte, maintenir le statu quo reviendrait à accepter une perte progressive de contrôle, masquée par des procédures formelles. À l'inverse, une action rapide permet de reprendre l'initiative, même au prix d'une tension accrue. Ainsi, le milieu du récit marque une rupture nette. La crise cesse d'être une négociation sous contrainte pour devenir une épreuve de souveraineté assumée, où la priorité n'est plus d'aménager le cadre existant, mais de le redéfinir avant qu'il ne se referme. Les premières répercussions de la décision se mesurent différemment selon les acteurs concernés, car chacune des sphères touchées n'absorbe pas le choc de la même manière. Pour l'appareil d'État, l'effet immédiat a été une réorganisation accélérée. Les ministères économiques ont renforcé leur capacité d'audit afin d'identifier les flux encore dépendants d'intérêts extérieurs, tandis que les structures de sécurité ont consolidé la protection des sites stratégiques. Cette centralisation a amélioré la lisibilité de la chaîne décisionnelle, mais elle a aussi accru la pression sur des institutions appelées à fonctionner en régime d'urgence prolongé. Le coût administratif est réel, compensé par un gain de contrôle inédit. Du côté des entreprises, la rupture a produit un effet de tri brutal. Les sociétés étrangères, jusque-là dominantes, ont vu leurs opérations suspendues ou réorientées, entraînant des pertes logistiques et contractuelles immédiates. À l'inverse, certaines entreprises locales ont trouvé un espace pour se repositionner, à condition de se conformer à des exigences plus strictes en matière de transparence et de conformité. Cette recomposition du paysage économique n'est pas encore stabilisée, mais elle introduit un changement de rapport de force.
où l'accès à la ressource dépend désormais davantage des priorités nationales que des accords antérieurs. Pour la population, les conséquences sont à la fois symboliques et pratiques. Symboliquement, la reprise de contrôle a suscité un sentiment de mobilisation et de fierté, notamment parmi les travailleurs du secteur minier et les jeunes diplômés. Pratiquement, l'incertitude liée aux menaces de sanctions a pesé sur les prix de certains biens importés, alimentant une prudence diffuse dans les ménages. Les attentes se concentrent désormais sur la capacité de l'État à traduire la souveraineté affichée en améliorations tangibles, notamment dans les services publics et l'emploi. À l'échelle régionale, l'impact dépasse largement le cadre burkinabé. Plusieurs pays sahéliens observent la séquence comme un précédent potentiel. Des discussions informelles ont émergé autour de la sécurisation commune des corridors miniers et énergétiques, signe que la décision résonne comme un signal politique. Les partenaires africains évaluent les risques, mais aussi les opportunités d'une coordination accrue face à des pressions similaires. La réaction des puissances du G7, scrutée avec attention, influence directement le degré d'adhésion régionale à cette nouvelle posture. Dans ce faisceau de conséquences, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de référence, plus que comme un simple décideur. Sa décision agit comme un catalyseur, révélant des lignes de fracture préexistantes entre dépendance et autonomie. Les effets ne sont ni uniformes ni immédiats, mais ils dessinent une réalité nouvelle. Chaque groupe, qu'il soit institutionnel, économique, social ou régional, doit désormais ajuster ses stratégies à un cadre où la ressource n'est plus négociable par défaut. Cette redistribution des contraintes et des attentes constitue l'héritage le plus tangible de la séquence. À horizon de 6 à 12 mois, l'évolution de la situation peut se lire à travers 3 trajectoires distinctes, chacune structurée par des conditions différentes plutôt que par des promesses. Le scénario de base repose sur une stabilisation progressive. Dans cette hypothèse, le contrôle national des mines se consolide, tandis que les tensions diplomatiques persistent sans dégénérer. Les flux économiques internes sont réorganisés, avec des gains de lisibilité budgétaire, mais une croissance encore contrainte. Si cette trajectoire prévaut, l'État gagne en cohérence institutionnelle, au prix d'une adaptation lente et d'un effort continu pour sécuriser les corridors logistiques. Un scénario plus favorable suppose une accélération maîtrisée. Ici, la nationalisation produit des effets plus rapides grâce à l'activation complète des capacités techniques et à l'ouverture de partenariats. Alternatif. Les circuits commerciaux se diversifient, réduisant la dépendance aux canaux traditionnels. Les recettes issues de l'or commencent à être réinvesties de manière visible dans des secteurs clés, ce qui renforce la légitimité interne de la stratégie. Dans ce cas, la posture adoptée par Ibrahim Traoré devient un point d'appui pour une coopération régionale accrue, transformant une décision défensive en levier de négociation collective. Le scénario le plus contraint envisage, à l'inverse, une intensification des pressions extérieures, des restrictions indirectes sur les importations, des perturbations répétées des infrastructures et une montée des risques sécuritaires fragilisent l'économie. L'État doit alors mobiliser des soutiens d'urgence pour éviter un ralentissement prolongé. La cohésion institutionnelle devient le facteur décisif. Si elle tient, le pays traverse la phase critique. Si elle se fissure, les coûts sociaux et politiques augmentent rapidement. Cette trajectoire n'implique pas un effondrement automatique, mais elle réduit fortement les marges d'ajustement. Ces 3 scénarios partagent un point commun. Aucun n'est entièrement prédéterminé. Ils dépendent de choix séquentiels, ajustés aux signaux observés. Une recommandation de méthode s'impose donc: privilégier une lecture conditionnelle des décisions. Si la pression extérieure se stabilise, alors l'investissement interne peut s'accélérer. Si elle s'intensifie, alors la priorité doit rester la protection opérationnelle et la gestion des vulnérabilités.
Penser en couches successives, plutôt qu'en paris unique, permet d'éviter les impasses et de conserver une capacité d'adaptation dans un environnement incertain. Pour les citoyens, la crise ne se résume pas à une confrontation diplomatique lointaine. Elle se traduit par des effets concrets, parfois discrets, parfois immédiatement perceptibles. Dans les zones proches des sites miniers, la sécurisation renforcée a modifié le quotidien, avec des contrôles plus fréquents et une présence accrue des forces publiques. Cette visibilité a été interprétée de deux manières, comme un signe de protection pour certains, comme une source d'inquiétude pour d'autres. La perception dépend largement de la capacité des autorités à expliquer les mesures prises et leurs objectifs. Chez les travailleurs du secteur minier, l'impact est plus direct. L'arrêt ou la réorganisation de certaines opérations a créé une phase d'incertitude professionnelle, compensée par l'espoir d'une meilleure redistribution à moyen terme. Les syndicats et associations locales observent attentivement la manière dont l'État intègre les compétences nationales dans la nouvelle architecture de gestion. Leur attente principale est simple, que la souveraineté affichée se traduise par des garanties d'emploi et de sécurité. Pour les acteurs économiques hors du secteur minier, la situation agit comme un signal d'anticipation. Les importateurs surveillent les évolutions des circuits logistiques, tandis que les entrepreneurs locaux évaluent les opportunités ouvertes par un recentrage des flux. Cette prudence n'est pas synonyme de retrait, mais d'ajustement. Les décisions d'investissement sont différées, conditionnées à la stabilité du cadre réglementaire et à la lisibilité des priorités publiques. Sur le plan social, la circulation de l'information joue un rôle central. Les débats dans les médias nationaux, les universités et les espaces communautaires montrent une implication accrue dans les questions de ressources et de choix stratégiques. Cette participation, encore hétérogène, révèle un intérêt renouvelé pour les mécanismes de décision. Si elle se structure, elle peut devenir un levier de cohésion. Si elle se fragmente, elle risque d'amplifier les tensions. L'enjeu pour l'État est donc de transformer cette attention collective en compréhension partagée plutôt qu'en attente irréaliste. La sortie durable de crise repose sur une séquence d'actions hiérarchisées, conçue pour transformer une décision défensive en capacité institutionnelle stable. La première étape consiste à consolider la gouvernance minière autour d'une cellule interministérielle permanente. Cette structure doit coordonner les dimensions civiles, sécuritaires et techniques, avec un mandat clair, centraliser l'information, arbitrer rapidement et réduire les zones d'ambiguïté. Le critère d'évaluation est simple, moins d'incidents non anticipés et une chaîne décisionnelle lisible. La deuxième étape vise le financement. La réorientation des revenus issus de l'or vers un fonds souverain dédié permet de créer un amortisseur face aux chocs externes. Ce mécanisme doit privilégier des usages identifiables, infrastructures énergétiques, agriculture, sécurité des corridors, afin de rendre la redistribution mesurable. La réussite se juge à la capacité du fonds à maintenir des liquidités stables et à soutenir des investissements réguliers, sans dépendance accrue à l'endettement. La troisième étape concerne la sécurité opérationnelle. La protection des sites et des convois ne peut rester ponctuelle. Elle doit s'inscrire dans des protocoles standardisés, testés et ajustés. La coordination avec des partenaires régionaux renforce cet objectif, en mutualisant la surveillance des axes stratégiques. Ici, l'indicateur clé est la continuité des opérations sans interruption majeure. Enfin, une diplomatie de transparence complète l'ensemble. Des communications régulières, appuyées par des données vérifiées, permettent de contrer les narratifs hostiles et de réduire l'incertitude. Ibrahim Traoré a placé cette dimension au cœur de la stratégie, non pour convaincre à court terme, mais pour stabiliser le cadre à moyen terme. Lorsque ces 4 leviers avancent de concert, la souveraineté cesse d'être un slogan et devient une pratique mesurable, capable de résister aux pressions prolongées. Lorsque la séquence semblait encore confuse,
Un geste simple a cristallisé l'ensemble. Le dossier scellé posé au centre de la table, contenant à la fois les données géologiques et la preuve de la pression extérieure. Ce moment, presque silencieux, a servi de fil conducteur à toutes les décisions ultérieures. Il reliait le terrain, les chiffres et la responsabilité politique dans une même trajectoire assumée. Avec le recul, ce n'est pas la brutalité de l'ultimatum qui marque durablement les esprits, mais la clarté du choix qui a suivi. En refusant de traiter la crise comme une anomalie passagère, Ibrahim Traoré a transformé une contrainte immédiate en acte structurant. Ce basculement ne gomme ni les risques ni les tensions, mais il redéfinit la manière dont un État se perçoit face aux pressions systémiques. Le rappel de ce moment fondateur souligne une réalité souvent négligée. La souveraineté ne commence pas par des discours, mais par l'alignement entre information, décision et exécution. Lorsque ces trois éléments convergent, ils produisent un effet d'entraînement qui dépasse l'événement initial. La séquence burkinabé devient alors plus qu'un épisode de crise. Elle s'inscrit comme une référence émotionnelle et politique pour d'autres contextes confrontés à des choix similaires. Une décision claire peut changer une trajectoire entière. Au terme de cette trajectoire, la question centrale n'est plus seulement celle d'un ultimatum ou d'une nationalisation. Elle porte sur la manière dont une société choisit de répondre lorsqu'un cadre imposé de l'extérieur entre en collision avec ses priorités. L'épisode burkinabé montre que les décisions prises sous contrainte extrême ne produisent pas uniquement des effets immédiats. Elles façonnent aussi des références durables pour le débat public et pour les relations futures.